Alors, chers amis du régime des actifs, bienvenue à nouveau pour un nouvel épisode, somme toute particulier, c'est un mini-épisode estival, en période de vacances. C'est un épisode pour lequel on a vraiment bataillé, hein. Ça a été difficile de se retrouver. Faut savoir que notre cher Maurice est perdu au fin fond du Pacifique. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Si vous m'entendez mal, c'est effectivement, je suis sous la pluie battante de l'ouragan Jean-Michel à Wallis et Futuna. J'ai accompagné notre cher président, le Mozart de la finance, pour une mission diplomatique. Certains disent le petit Mozart du cringe, hein, si vous avez vu sa dernière vidéo. On peut... Oh, dis pas du mal de Macron, toi. Oh. Non, pardon, on coupera ça au montage, hein. On t'adore, Macron. Bruno tout ce que Le tu Maire, fais, c'est génial. Je veux bien, mais pas touche à Manu. Et alors... Ah non, Bruno, par contre, c'est la famille. Pour commencer l'épisode, il est de notre habitude de souvent vous donner des petits aphorismes ou des citations. Et j'aimerais vous donner une citation qui m'a bien fait rire, qui est en lien avec le sujet, et qui nous vient de Monsieur Buffett, Monsieur Warren Buffett. À volonté? À volonté, oui. Surtout quand il s'agit du refill de Coca-Cola. Et alors, je fais la traduction de l'anglais au français, il nous dit « Au-delà du talent et des efforts, certaines choses demandent du temps. Vous ne pouvez pas concevoir un bébé en 1 mois en engrossant 9 femmes différentes. » Et alors Certains les conçoivent en 2 minutes. Bon, alors, vous allez le comprendre. Pourquoi Warren Buffett, pourquoi la question de temps et de patience? Parce qu'aujourd'hui, nous allons vous parler d'investissement et plus particulièrement de comment commencer dans l'investissement. Épatant. Dis-nous en plus, mon cher Robert, toi qui es un expert de l'investissement. Je vais tout vous dire. Alors, en tant qu'expert au doigt mouillé, autoproclamé sur Twitter et au régime des actifs, eh bien, j'entends souvent des questions qui me disent « Oui, mais Robert, l'investissement, je sais pas, ça a l'air compliqué, comment je fais est-ce qu'il faut que je mette tout dans le Bitcoin ou est-ce qu'il faut que je mette tout dans Nvidia ?» Eh bien, commençons par les bases. Alors, avant de se poser la question de l'investissement, il faut regarder ses revenus. Donc, je suppose qu'on travaille tous. Est-ce que toi, tu travailles, par exemple, Maurice? Je travaille que quand il fait beau. Que quand il fait beau. Eh bien, très bien. Et par quand il fait beau, c'est-à-dire... c'est la sieste sur le hamac, bien évidemment. Ah ben, effectivement, c'est la vie de rentier. On la désire tous. Maurice qui travaille quand il fait beau, c'est-à-dire pas cet été, eh bien, a des revenus. Donc des revenus qui vont arriver, par exemple, chaque mois. Un salaire, mettons qu'il va gagner 1500 euros. C'est bien ça? C'est un salaire de cadre, ça, 1500 euros? Ah, là, tu es dans l'hyperbole. Moi, j'aurais dit... Allez, 1080. Allez, 1080. Sur les 1080, eh bien, il y a toute une partie qui va tomber dans de la consommation. Je sais pas, mon verre de Ricard. Pour des charges quelconques. Dans du Pernod Ricard, une partie pour emmener s'adulciner, voir Barbie, et surtout voir Ken. Et une autre partie qui va aller dans des charges diverses, de loyer, de wifi, etc. Et une fois que toutes ces dépenses ont été faites, il reste un peu d'argent. Voilà, c'est justement, que voulais-tu me dire? C'est justement ce que j'allais te demander. Si à la fin de mon mois, il me reste un petit surplus de ressources, qu'est-ce que je pourrais bien en faire? Le surplus de ressources, tu peux avoir 2 positions. Tu peux te dire, tiens, ce surplus de ressources, je risque d'en avoir besoin dans pas longtemps. Si je l'épargnais, en le mettant par exemple sur un compte, sur un livret A, ou en achetant de l'or ou je ne sais quoi. Ce qui est un réflexe qui est assez commun en France et qui est un réflexe qui est assez sain. C'est important d'avoir une épargne, ça permet de se protéger contre les coups durs. Par exemple, des dépenses inattendues, une fuite à la maison, on perd son boulot, ou alors la boîte, sa boîte subit un redressement judiciaire. Donc, un redressement fiscal de ma piscine non déclarée. Et donc, pour cela, c'est important d'avoir une épargne et en général, on conseille aux gens de viser, d'avoir 3 salaires de côté. Et à côté de ça, il y a une partie de l'argent qu'on veut pas forcément mettre en épargne, et qu'on veut peut-être faire travailler, qu'on veut peut-être utiliser plus efficacement qu'en le mettant de côté. Et ça, c'est la question de l'investissement. Comment est-ce que je fais pour transformer mes euros en plus d'euros? Tu oublies peut-être aussi le revers de la médaille. D'un côté, on peut se dire oui, je veux que mon argent travaille, et de l'autre, on peut aussi se dire non, je ne veux pas que mon argent se déprécie. Eh bien, ça peut être
Oui, effectivement, un objectif, parce que, comme tu le rappelles à très juste titre, nous vivons depuis une centaine d'années, voire un peu plus, dans des environnements inflationnistes, c'est-à-dire que la monnaie a tendance à perdre en pouvoir d'achat. Concrètement, quand vous faites vos courses il y a 5 ans chez Lidl pour acheter, mettons, des cordons bleus et des pâtes, vous allez vous en tirer pour 3,14 €. Et si vous faites les mêmes courses aujourd'hui, ça va être 40% plus cher. Et ça, Voire malheureusement, 50%, ça n'a 100%. échappé à personne sur ces 2 dernières années. Avec cet argent, on se dit qu'on aimerait faire plus d'argent. Et pour cela, on va se fixer un objectif. Alors Maurice, son objectif, c'est peut-être juste d'investir son argent de telle sorte qu'il puisse faire mieux que l'inflation. Il y en a d'autres qui vont se dire, tiens, je vais investir mon argent en espérant doubler la somme en 5 ans. Il y en a d'autres qui vont se dire, tiens, je vais investir cet argent dans des biens, dans des produits qui vont me rapporter un revenu passif, et donc mon objectif, c'est à terme de gagner, mettons, 50 € par mois. Et puis il y a le cas extrême du mouvement FIRE, si je ne m'abuse, dont l'objectif est d'être complètement rentier des sommes qui auront été investies. C'est un noble objectif que chacun devrait poursuivre. C'est d'ailleurs un objectif que je poursuis en tant qu'investisseur, plus particulièrement dans les actions, avec des bons gros dividendes bien juteux. D'ailleurs c'est ce que je voulais te demander, c'était quel était ton objectif à toi et comment l'as-tu déterminé? Souvent, c'est pas facile de savoir quel objectif on peut se fixer. Ce qu'on peut faire, quand on investit dans un marché, quand on se dit, par exemple, j'ai envie d'investir dans les actions ou j'ai envie d'investir dans les crypto-monnaies, c'est d'essayer de trouver une référence. Et alors moi, ce que je fais, Maurice, c'est que je me suis fixé 2 références que j'essaie de battre, qui sont le CAC 40, donc l'indice des marchés financiers français, et le SP500, qui est son équivalent américain. Sachant que vous pouvez aussi vous fixer, ce qui est un peu plus raisonnable, comme objectif de battre l'indice Stoxx 600, qui est l'indice des marchés européens. Donc, quand on n'a pas une idée très précise, le plus simple, c'est tout simplement de regarder la référence que tout le monde observe, la référence qui est bien sûr en rapport avec le domaine dans lequel vous allez investir. Parce que si vous achetez, mettons, des crypto-monnaies, vous n'allez pas vous comparer au SP500. Vous allez vous comparer au Bitcoin, qui est la référence en termes de performance dans le domaine des crypto-monnaies. Et alors, donc, pour revenir à ce qu'on disait précédemment, moi, lorsque je vais investir, et vous, lorsque vous allez investir, vous allez choisir un objectif, vous allez mettre de l'argent, et chaque mois, ce que vous allez faire, c'est que vous allez comparer ce que vous avez par rapport à l'objectif que vous cherchez à atteindre. Et alors, si vous cherchez à doubler votre somme en un an, là, ça va être peut-être un peu compliqué de réussir cet objectif et ça va être un peu déraisonnable. Mais si votre objectif, c'est de faire mieux qu'un marché financier comme le SP500 qui monte globalement sur le long terme, ça devient beaucoup plus simple de mesurer ce que vous faites et de surveiller votre performance. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mesurer sa performance, Maurice? C'est une excellente question, qui en ouvre bien d'autres. Moi, j'en ai déjà en tête. Et si je devais deviner, pour mesurer son expérience, on sort le calibre 12 et on compare si on est sur du 9 mm ou du 55, non? C'est pas ça? Alors non, c'est pas exactement ça. Là, il va plutôt falloir sortir la calculatrice. Ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez vous définir un objectif comme battre un indice, ça peut peut-être vous rassurer d'avoir un calibre 12, mais c'est pas ce qui va vous aider à savoir précisément où vous en êtes dans votre investissement, dans votre performance. Vous vous êtes dit, tiens, je veux en 2023 battre le CAC 40. Ce que je fais, c'est que je regarde ce qu'il y a dans mon portefeuille, je regarde ce que j'ai comme budget. Donc dans votre portefeuille, je ne sais pas ce que vous avez peut-être de l'or, vous avez Total Energy parce que vous avez bon goût, vous avez Pernod Ricard parce que vous êtes un excellent beauf, et vous avez peut-être Orpea parce que vous êtes un boomer. À côté de ça, vous avez un budget de 1 000 € pour l'année, vous calculez la valeur de votre portefeuille et vous lui additionnez la valeur de votre budget. Et ce que vous faites, c'est que vous attendez la fin de l'année, et à la fin de l'année, vous regardez la valeur de votre portefeuille, et vous comparez l'évolution de la valeur du début par rapport à l'arrivée de fin. Donc vous faites un petit calcul de pourcentage, donc l'opération est assez simple, c'est tout simplement regarder
la valeur d'arrivée divisée par la valeur de départ moins 1, et vous comparez cette évolution à l'évolution de votre indice de référence. Alors moi j'ai une question. Dis-moi. On a vu que voilà, il faut d'abord avoir un surplus de ressources. On a vu qu'il fallait se fixer un objectif propre à chacun, partant du plus simple comme le fait de battre un indice, de vouloir faire mieux que l'inflation, au plus zinzin qui est de dire je veux faire un x4 grâce à tel meme coin que j'aurais trouvé sur Twitter. Et la question que j'ai pour toi, c'est à la fin de ma période, qu'est-ce que je fais si je me rends compte, un, que j'ai atteint mon objectif, ou que deux, je n'ai pas atteint mon objectif? Moi, ce que je fais en tout cas, c'est tout simplement que je regarde mon portefeuille et je regarde mes différentes positions, et je me pose la question, si j'ai atteint mon objectif, eh bien, est-ce que j'ai eu de la chance? Ce qui arrive souvent. Vous pouvez avoir de la chance tout simplement parce que vous achetez une action au bon moment, juste après qu'elle ait baissé, vous l'achetez et elle monte, et comme ça vous battez le marché. Ou vous pouvez battre le marché parce qu'il y a une euphorie, mettons sur une action type Nvidia qui est vraiment survalorisée. Et ce qu'il faut faire, c'est essayer de se poser la question, lorsqu'on réussit, est-ce que c'est dû à la chance ou est-ce que c'est dû à des bons choix? C'est très difficile de répondre à cette question. Par contre, quand on se plante, c'est beaucoup plus facile de revoir sa stratégie. Quand on se plante, ce qu'il faut faire, c'est de la même façon revoir ses positions et regarder surtout les positions qui ont le moins bien performé. Et alors, lorsqu'il s'agit d'actions, l'avantage c'est que les actions sont des entreprises, donc c'est assez facile de savoir si elles sont en bonne santé, si ce sont des belles boîtes ou pas. Donc le mieux c'est juste de regarder les fondamentaux financiers. Si les fondamentaux financiers sont bons, faut dire que de toute façon la boîte remontera et qu'il n'y a pas forcément grand chose à changer. Par contre, si on se rend compte qu'une position est merdique, on la vire, hein, tout simplement, et on essaie de réfléchir à quelque chose qui pourrait être mieux dans le portefeuille. Globalement, c'est plus un artisanat qu'une science, et ça dépend énormément de l'expérience. Après, quand vous retrouvez dans des marchés comme les crypto-monnaies, là tout de suite ça devient beaucoup plus compliqué de faire des choix rationnels pour savoir quel actif privilégier ou non dans son portefeuille. Parce que y a beaucoup moins de données fondamentales qui permettent de savoir quelle est la vraie valeur d'une position. Si mes actions ont sous-performé ou se sont cassées la gueule parce que on a fait un mauvais choix ou on n'a pas eu de chance, en fin de compte, vu qu'on a atteint la période au terme de laquelle on était censé avoir atteint l'objectif, on est censé prendre acte d'un échec et virer la position, à moins de décider de redoubler, de se fixer un nouvel objectif et de remiser sur une même action pour qu'elle remonte dans la période de temps incriminée. Alors, ce qui compte déjà, c'est pas l'action. Ce qui compte, c'est le portefeuille en général. C'est cet animal bizarre qui est composé de plein de trucs, qui va être composé d'un total qui va mal performer en 2021 et qui va très bien performer en 2022, qui va avoir peut-être de l'or, peut-être des matières premières, qui va avoir des indices, des ETF, plein de produits compliqués. Il faut parfois se dire, tiens, je vais revoir mon objectif à la baisse parce que il semblait démesuré, par exemple, quand on s'est dit que on voulait faire x2 avant la fin de l'année. Mais quand on essaie de battre l'indice, un indice, ce qui est quelque chose de beaucoup plus raisonnable, ce qui est pas évident, hein. Faut garder en tête qu'on a 90% des fonds d'investissement qui font pas mieux que les indices. Ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est juste revoir ses positions et identifier s'il y a des positions qui sont merdiques ou pas. Et éventuellement s'en débarrasser. Et opérer un recalibrage du portefeuille. Oui, ou alors parfois, ce qui peut se faire, tout simplement, c'est on se rend compte que le portefeuille est bien, il y a que des bonnes positions, mais il manque des choses. Par exemple, récemment, en revoyant mon portefeuille, je me suis rendu compte qu'il y avait des secteurs qui étaient très mal représentés. Je pense notamment à l'industrie, je pense à l'immobilier, et il y a certains domaines que je pourrais un peu plus fortement pondérer. Je pense notamment à la technologie. Donc voilà, ça c'est des réflexions qu'on doit avoir. Mais, mon cher Maurice, j'ai l'impression qu'on est allé un peu vite en besogne. Parce que bien sûr, on a défini un objectif, mettons faire mieux que l'inflation, le CAC 40. On s'est dit que notre cher auditeur, notre cher actif, allait se poser la question de son budget et de la partie de ses revenus qu'il allait allouer à l'investissement. Mais on n'a pas répondu à une question. Comment est-ce qu'il va investir? Via quels moyens? Ce qu'on cherche à faire quand on investit, c'est déjà trouver des endroits où on peut acheter des produits financiers
on peut les stocker, les échanger assez facilement. Et c'est là que se pose la question du courtier. Alors le courtier, c'est quoi? Si on simplifie très grossièrement, c'est une forme de place de marché en ligne, et c'est un gars qui va vous permettre d'acheter et de vendre des actions ou des produits financiers en général. Et alors là, il va falloir faire attention à bien choisir son courtier. Pourquoi? Parce que les courtiers sont très pratiques, ils sont plus pratiques que les banques pour acheter ou pour vendre des produits financiers, ils sont en général moins chers, mais ils peuvent vous facturer des frais. Et il va falloir que vous fassiez un travail pour trouver le courtier qui soit le mieux approprié. Maurice, est-ce que toi, tu as eu comme ça des expériences de courtier dans lesquelles tu t'es dit « Ah ça, j'aurais dû y faire un peu plus attention ». Écoute, ça tombe bien que tu le dises parce que oui, j'ai eu le malheur d'écouter un certain investisseur douamouyesque qui m'avait conseillé la très bonne application Box, qui du jour au lendemain s'est mis à me facturer 3 € par mois pour gérer ma souscription. Bucks 0/20. Hein. Ouais, c'est exactement. Malgré le fait que toute inscription offrait une action gratuite, je me suis retrouvé avec une action Air France à 1 €. Ouais, ben il y a la question des frais fixes. Alors le frais fixe, c'est pas forcément un problème lorsque vous mettez des grosses sommes d'argent et que les autres frais à côté sont pas élevés, mais il faut garder en tête que le courtier, il doit se rémunérer et donc il est obligé à un moment de faire de l'argent sur votre dos. Parmi les frais qui peuvent exister, donc il y a les frais fixes, frais de tenue de compte. À côté de ça, il y a les frais de transaction. Donc c'est le cas sur des courtiers comme, je sais pas, DeGiro par exemple, Trade Republic ou Bucks, qui facturent des frais fixes sur les transactions. Oui, qui là aussi peuvent être fixes ou variables en fonction de la transaction. Fixe, tu payes 50 centimes que tu achètes 50 € d'actions ou 2000 et variable en pourcentage. Exactement. Et à côté de ça, il y a des frais qui sont souvent cachés, qui sont des frais de change, par exemple. Lorsque vous allez acheter avec des euros une entreprise américaine, ben, il y aura un petit frais de change qui sera fait lorsque vos euros seront transformés en dollars. Alors c'est pas le cas sur toutes les plateformes, mais quand vous investissez des petits montants, le fait de pas avoir des frais fixes et de subir uniquement des frais de change, c'est pas un problème. Mais lorsque vous mettez des grosses sommes, je sais pas, mettons 1000 €, c'est peut-être plus intéressant d'avoir un courtier à frais fixes, mais sans frais en pourcentage de la somme investie. À côté de ça, elle est capitale cette question des frais parce que c'est très insidieux. Sur le long terme, petit frais par petit frais, on perd des sommes conséquentes. Hein. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que, en général, c'est mieux d'éviter d'ouvrir un compte titre à sa banque. Hein. Là, parce que on peut se plaindre des frais, je sais pas, mettons chez DeGiro où c'est 1 € ou 1,50 €, chez Trade Republic et chez Bucks, mais essayez d'ouvrir un compte titre chez Boursorama ou à la BNP et vous allez déguster sévère. À côté de ça, il y a des courtiers qui peuvent s'annoncer sans frais, type XTB, mais qui peuvent vous facturer des frais si vous êtes inactif pendant un moment. Si je sais pas, mettons 1 ou 2 mois, vous n'investissez plus sur la plateforme, vous pouvez vous manger des frais assez sévères. À côté de ça, il y a aussi les frais de retrait. Mais voilà, les frais ne sont pas la seule chose dont il faut tenir compte lorsqu'on investit. Il y a certains courtiers qui peuvent être un peu plus chers, mais qui peuvent avoir de grandes qualités, comme plus de produits financiers qui sont disponibles. On prend par exemple un courtier comme Trade Republic, qui permet de faire des transactions avec des frais fixes et sans frais fixes, mais dans lesquels il y a toujours des petits frais de change. Eh bien, il propose beaucoup plus de produits financiers différents que, mettons, un eToro ou un XTB ou un Trading 212. Mais mon cher Robert, peut-être voulais-tu rajouter quelque chose? Je vais rebondir sur une autre caractéristique qu'il fallait observer, oui, mais moi, si tu voulais rebondir sur ça. Je voulais te dire que si les frais sont un ennemi particulièrement agressif de l'investisseur, il y a un ennemi mortel. Saurais-tu lequel est-ce? La fiscalité, voyons. La fiscalité. Je n'y avais pas pensé. Parce que là aussi, c'est une chose à laquelle il faut penser d'emblée, lorsque l'on sait qu'en France, la taxe sur les bénéfices s'élève à 30%, flat tax de 30%, tandis que certains
certains produits permettent d'atténuer le part fiscale que vous devrez débourser. Alors, Ça, je les connais pas forcément, mais enfin, le fait, PEA, par exemple, le PEA, typiquement. oui, bon, moi j'aurais tendance quand même à déconseiller le PEA comme premier investissement parce que le problème du PEA, c'est que vous avez accès à moins de produits financiers différents, du coup, moins de rendement potentiellement. Et à côté de ça, vous allez souvent avoir des frais de transaction qui vont être assez élevés, donc à la fois du fixe et du pourcentage. Enfin, je peux le dire, hein, chez Boursorama, je paye plus de frais que chez Bucks par exemple ou chez Trade Republic. Après, justement, la logique n'est pas la même entre ouvrir un PEA et un compte titre. Et c'est typiquement le fait d'avoir des objectifs beaucoup plus lointains dans le temps, ce qui suppose, pour amortir ces frais, d'investir de plus grosses sommes sur des actions qui ont été sélectionnées parce que justement disponibles que chez tel PEA et non pas sur. Enfin, après, inversement, c'est pas une mauvaise... je voulais dire plutôt des actions qui sont disponibles dans les deux, que ce soit sur un compte titre ou sur un PEA, et se dire justement, j'investis sur ces actions-là dans mon PEA sur un très long terme pour amortir ma charge fiscale et faire des singeries sur mon compte titre parce que j'aurai des objectifs beaucoup plus court-termistes. Ouais, et après, faut aussi garder en tête que, par exemple, si vous êtes un investisseur à dividendes et qu'un jour vous comptez vivre de votre rente, je sais pas, de dividendes qui tombent mensuellement, par exemple, le PEA, l'argent est bloqué. Il faut faire des démarches administratives pour pouvoir le débloquer. Alors que sur un compte titre, vous aurez plus de flexibilité pour sortir de l'argent ou en rentrer assez rapidement. Donc voilà, c'est tout un tas de choses dont il faut tenir compte. Mais je pense qu'il faudra qu'on fasse un épisode séparé, vu que c'est un peu différent la question du PEA, du compte titre, de l'assurance vie. Épisode numéro 1 sur la fraude fiscale. comment obtenir la nationalité monégasque. Comment aller vivre en Andorre. Ouais. Pour moi, il y a plusieurs choses à regarder. Déjà, quels sont les frais? Ensuite, quels sont les types de produits auxquels vous avez accès? Encore une fois, si je rebondis sur Trade Republic, qui est pas le moins cher, c'est peut-être le néo-courtier sur lequel il y a le plus de produits financiers différents. Quoique pour DEGIRO, je suis pas sûr. Et à côté de ça, il y a la question du nominatif. Alors peut-être que ce que vous voulez, vous, c'est juste avoir des lignes dans votre portefeuille et qu'elles vous rapportent des thunes. Mais si vous êtes un peu sentimental comme moi, vous aimez parfois recevoir le carnet des actionnaires avec les résultats, participer à une assemblée générale et voter pour que Patrick Pouyanné double son salaire. Eh bien, pour cela, il faut avoir accès aux nominatifs ou avoir accès aux assemblées générales. Et c'est pas quelque chose qui est disponible sur tous les courtiers. Alors, Trade Republic, à ma grande surprise, permet de faire ça. Mais c'est pas les seuls. Il y a aussi eToro. Et quand vous ouvrez un PEA, donc le PEA dont tu parlais, Maurice, vous pouvez le faire gratuitement, passer au nominatif chez Boursorama. En conclusion, vos revenus, vous allez généralement les consommer en partie, vous allez mettre une petite dose en épargne et une petite dose en investissement. Dites-vous que c'est important quand vous êtes jeune d'augmenter vos revenus, parce que plus vous avez de revenus disponibles, plus vous avez d'épargne et plus vous avez d'investissement. Si vos revenus sont trop petits, vous serez toujours un peu ric-rac, la tête sous l'eau. Une fois que vous en avez suffisamment pour l'investir, ce qui est important, c'est déjà de se fixer un objectif, de pas jeter de l'argent au pif sans trop savoir où on va. Le plus simple, c'est de commencer par se comparer au CAC 40 parce que c'est ce qu'on connaît. Mais une fois que vous aurez un peu plus d'expérience, un peu plus de bouteilles, vous pourrez aller sur des indices mondes, des indices Amérique, etc. Et il est important de suivre régulièrement sa performance, de se poser la question de la pertinence des lignes qu'on a dans son portefeuille. Et pour pouvoir constituer ce portefeuille, il faut prendre le temps de chercher des courtiers. Faut pas hésiter éventuellement à les mixer pour profiter des qualités, je sais pas, de Trading 212 qui va avoir 0 frais, et de Trade Republic qui permettra d'avoir un peu plus de produits différents. Ou éventuellement d'avoir un PEA qui sera en partie défiscalisé et qui permettra d'acheter des actions françaises et des ETF assez performants de chez Amundi. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, mon cher Maurice? Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais apporter la touche du jambesque à cette conclusion. Récemment, j'étais à une soirée avec des amis et il y avait une personne qui disait moi j'aimerais investir mais je sais pas comment faire. Et c'est intéressant parce que c'était une personne jeune
qui en l'occurrence avait quand même un métier assez précaire, était serveur. Et la première chose que j'ai demandé, c'est combien il arrivait à mettre de côté par mois. Alors, parfois, évidemment, surtout dans cette période, c'est peut-être même impossible. Les gens ils vont se retrouver dans le rouge, si ce n'est en dessous de la barre. Mais bon, ce gars-là avait la chance de réussir à mettre 200 euros par mois. 200 euros, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, c'est top. Donc, imaginons un cas de figure où il arrive justement à se constituer son fonds d'urgence, qui est cet argent épargné, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être à hauteur de 3 salaires, dans le cas où il y a un pépin X ou Y dans la vie. À partir de là, ces 200 euros, c'est une somme très bonne pour commencer à investir, hein. Plus tôt vous commencez, mieux c'est. Toutes les sommes vous apporteront forcément tôt ou tard un rendement. Et à côté de ça, il y a les effets composés, hein, tout simplement. Lorsque vous mettez, je sais pas, 200 euros dans le SP500 et que le SP500 fait en moyenne 9 ou 10% par an et qu'à côté, il vous verse des dividendes qui montent, ce petit portefeuille il monte, les revenus que vous avez montent progressivement. Donc c'est pas un problème de commencer avec des petites sommes. C'est pas un problème de se dire au début je vais mettre un peu plus en épargne qu'en investissement et progressivement augmenter la somme qu'on met en investissement. Après il y a aussi des choses sur lesquelles il faut être raisonnable. Lorsque vous commencez votre vie, la priorité c'est pas forcément de faire un gros portefeuille d'actions. Ça peut être, je sais pas, d'acheter une maison par exemple. Oui, bien sûr. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? Rien, juste voilà, si vous êtes fumeur, fumez moins et les 10 balles que vous mettez dans votre paquet, mettez-les dans telle action. Effectivement, un bon moyen d'augmenter ses revenus, c'est aussi de limiter tout simplement sa consommation, hein, de tous ces petits trucs à la con. Je sais pas, prenez une tisane plutôt qu'une binouse, ou prenez une binouse plutôt qu'un mojito super cher rempli de sucre. Voilà, le verre de Ricard, c'est maximum, grand maximum 3 euros, hein, donc ça fait le taf. Ça fait le taf. Et au pire, l'action Pernod Ricard, c'est mieux que le verre de Ricard. Sur ce, mon cher Robert, rappelons-nous que le passé c'est bien. Et que l'avenir, c'est beaucoup mieux.